commenter l'actualité politique internationale de la semaine. Nous sommes ce soir avec Carole Lipsik. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes épistémologue, entrepreneur en innovation sociale et surtout vous publiez La dérive du réel, du storytelling au story world, la mécanique implacable. Un ouvrage à retrouver aux éditions de l'Aube. Et nous avons également le plaisir d'être avec un de nos fidèles, Richard Verly, correspondant en France du média suisse Blick. Bonsoir Richard, et vous êtes auteur, je le rappelle, avec François d'Alençon, d'un ouvrage intitulé Le bal des illusions, ce que la France croit, ce que le monde voit. C'est à retrouver aux éditions Grasset. Alors une première question pour vous, Carole Lipsik, puisque c'est le sujet de votre livre. Nos responsables politiques internationaux ont-ils aujourd'hui encore le sens du réel ? Je ne sais pas s'il faut juste dire aujourd'hui, parce qu'une des grandes structurations de la politique, c'est de toujours jouer avec le mensonge. On peut penser déjà au XVIIIe siècle à Jonathan Swift, qui a écrit Gulliver, qui écrivait une satire à l'usage des politiciens. Ou plutôt, il en avait l'intention, qui s'appelait l'art de mentir à l'usage des gouvernants, quelque chose comme ça. Donc ça a toujours été une des forces structurantes de la politique. Mais oui, vous avez raison, plus ou moins. Et en ce moment, plus que moins. En ce moment, plus que moins. Vous êtes d'accord avec ça, Richard? En ce moment, plus que moins? Oui, parce que bien évidemment, il y a ces éléments d'amplification considérables que sont les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les vérités alternatives ou les mensonges, on peut employer les deux mots, les mensonges des politiciens, eh bien, ont un écho sans comparaison à ce qui était le cas auparavant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un mensonge de Donald Trump, parlons de lui, immédiatement, dès qu'il est formulé, il va essaimer dans le monde entier. Et au fur et à mesure qu'il essaime, il va devenir, pour beaucoup de gens qui le lisent, une vérité parce qu'ils ne vont pas chercher à la vérifier. Et c'est ça toute la difficulté. C'est que hier, me semble-t-il, le storytelling des hommes politiques ou des femmes politiques s'arrêtait dans une périphérie plus ou moins nationale. Désormais, pour beaucoup d'entre eux, le monde est leur chambre d'écho. Alors moi, j'aimerais rebondir sur ce mot chambre d'écho. Je crois que ce n'est pas seulement une chambre d'écho. En fait, maintenant, le monde a changé. Nous vivons dans les médias. C'est-à-dire qu'avant, on vivait dans les villes, dans les forêts, dans des rues avec du bitume. Et maintenant, on habite les médias. On y fait tout. Qu'est-ce que c'est le lieu de vie? C'est le lieu où on travaille, où on se lie aux autres, où on aime, où on achète, où on est citoyen. Aujourd'hui, on fait tout ça dans les médias. Donc, il se passe quelque chose dans notre rapport au réel qui est bousculé par le fait d'habiter dans les médias. Et quand on vit dans les médias, on a deux phénomènes. Un, effectivement, ça devient tout à fait naturel pour une parole qui est mise en scène de circuler, puisque c'est le milieu de vie. Et deux, puisque c'est un milieu d'images et de récits, eh bien, il est très compliqué de pouvoir y faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui est fictif. Et justement, ce qui est assez frappant avec Donald Trump, c'est qu'on a aujourd'hui l'impression qu'il y a même peut-être une inversion du sens des mots qu'il utilise, c'est-à-dire que le mensonge devient la vérité. Et quand il parle de fake news, de fausses informations, en fait, il désigne les médias traditionnels. On a appris aujourd'hui, par exemple, le démantèlement de Voice of America, qui est un des grands médias américains de service public, connus et déployés à l'étranger. Ça vous inquiète, ce démantèlement, cette nouvelle de la fin de Voice of America et d'autres relais de la parole libre, on va dire, de la démocratie américaine? D'abord, c'était prévisible. C'était prévisible parce que quand on veut substituer une réalité, je préfère utiliser le mot de réalité prétendue à réalité alternative, parce que voilà, on prétend qu'une réalité existe alors qu'elle n'existe pas. Eh bien, il faut pouvoir l'imposer. Et donc, il va falloir faire un certain nombre de choses. Il va falloir prendre la main sur les trois instances qui font obstacle à la réécriture du réel. Et ces trois instances, c'est bien évidemment les médias, c'est la science et c'est la justice, en règle générale. Donc, dès lors qu'une force politique, un groupe de personnes a envie de prendre le pouvoir en réinventant le réel avec son propre récit, moi j'aime bien parler de récit monde, de story world, avec son propre story world, il va devoir prendre la main sur les médias. Mais en ce qui concerne Trump, et je m'arrêterai là-dessus parce que, voilà, c'est pas seulement qu'il veut prendre la main sur les médias, il est aussi dans une vision toute entreprise. Donc il veut substituer aux médias publics des médias privés, et c'est ce qu'il a fait avec ses propres médias. Il a lancé des médias alternatifs
Naomi Klein parlait de monde miroir, il a lancé d'autres médias. Donc c'est assez prévisible. Richard Verly, vous avez parcouru les États-Unis lors de la campagne électorale américaine et vous êtes allé justement à la rencontre des Trumpistes. Comment expliquer qu'ils adhèrent si facilement à ces discours parfois mensongers de Donald Trump? Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'ils avaient conscience parfois de la manipulation politique de certaines réalités? Comment est-ce que vous avez appréhendé ces partisans de Donald Trump? Alors, dans les partisans de Donald Trump, il y a au fond deux grandes catégories. Vous avez ceux qu'on pourrait appeler les fanatiques, c'est-à-dire ceux pour qui tout ce que dit Donald Trump est vrai parce qu'ils croient dans le chef. Ça s'arrête là. Ils veulent un chef, ils en ont un, ils suivent le chef. Et vous avez ceux qui vous disent, et vous disiez en tout cas il y a quelques semaines, ça a peut-être changé depuis, on n'a aucune illusion sur lui, mais ce qui nous intéresse, c'est ses politiques, c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va nous faire gagner. Et souvent, ce sont des gens, au fond, qui s'intéressent davantage, notamment aux aspects économiques de la politique de Donald Trump, et qui sont prêts à avoir, je dirais, un voyou pour président, pourvu qu'ils servent leur intérêt. Ça, ce sont deux catégories différentes. La première, elle est totalement manipulable parce qu'elle est dévouée au chef. Donc, Donald Trump peut lui faire ce qu'il veut. La deuxième, la question, c'est où s'arrête son intérêt. Est-ce qu'à un moment donné, cette catégorie-là de gens qui disent « mais on n'a aucune illusion sur Trump, on sait comment il est », mais sauf que à quel moment ils vont décider que leur intérêt est desservi par la personnalité de Donald Trump? Le problème, c'est qu'à un moment donné, les deux risquent de rassembler et tout le monde risque de devenir fanatique de Trump parce que tout le monde est embarqué dans le grand bateau Trump. Dans le grand bateau Trump. Alors, Carole Lipsic, vous dites dans votre ouvrage que l'Amérique de Donald Trump et d'Elon Musk n'est pas la seule, finalement, à opérer ce glissement, en tout cas cet éloignement avec le réel. Vous pensez à quel responsable politique actuel? Dans le monde entier ou en France? Dans le monde entier. On est sur TV5 Monde. Si vous avez déjà des exemples, peut-être à l'international. Déjà, je voudrais dire qu'ils n'ont pas été les premiers. Parce que ça fait quand même très longtemps que la Chine tisse ses propres récits sur le réel, a déjà la mainmise sur les médias, sur la justice. Finalement, c'est les traditionnels instruments de propagande. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens ne se réveillent pas de génération en génération. Ça devient le consensus et le réel. D'ailleurs, les Chinois ont cette merveilleuse expression de guerre du consensus quand ils ne parlent pas de propagande. La Russie aussi. Ça fait bien longtemps que maintenant tout a été mis au pas du récit de Poutine sur l'écriture de... Dans le cas de la Russie, il y a même ce détournement de termes, de notions historiques. Lorsque la Russie, pour justifier sa guerre en Ukraine, dit vouloir combattre le nazisme, il y a aussi peut-être une manipulation de l'ordre historique. Absolument. C'est d'ailleurs très, très étonnant comment Poutine peut dire de Zelensky qu'il est à la fois un nazi antisémite et un russophobe, alors que Zelensky a appris l'ukrainien quand il est devenu président, il était russophone et qu'il est d'origine juive. Donc on revient à l'autre question que vous posiez de l'inversion. On a toujours le meilleur moyen pour un menteur de se défendre, c'est de dire « mais non, c'est toi qui mens ». Ça a toujours été comme ça. Mais bon, on a la même chose en Inde avec la réécriture de l'histoire. On a la même chose chez nous aussi dans des façons de mettre des filtres sur le réel aux deux pôles de la radicalité. Aux deux pôles de la radicalité. Alors il y a un autre phénomène qui peut sembler assez nouveau, c'est finalement la mise en spectacle de la diplomatie. Je pense à cette scène absolument hallucinante à laquelle le monde entier a assisté de façon peut-être un peu médusée à la Maison-Blanche, cette altercation entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, voilà, on revoit les images apparaître à l'écran, et le dirigeant américain Donald Trump et son numéro 2, J.D. Vance. On a eu le sentiment que cette scène, elle était presque préparée d'avance par l'administration américaine. Alors, on n'a pas le dernier mot, mais il y a quand même pas mal d'indices qui laissent à penser que Trump et J.D. Vance et le journaliste qui pose la question sur la tenue de Zelensky, parce qu'il y a un journaliste d'un média complotiste qui pose cette question, que ces trois-là était prêt à l'embuscade. Alors, est-ce que Volodymyr Zelensky, disons-le, a lui-même favorisé l'embuscade quand il a parlé de Vladimir Poutine dans la toute première partie de l'entretien, qu'on ne voit pas là, et qu'en quelque sorte, il a tiré sur le fil dont s'est emparé ensuite Donald Trump? C'est possible. La réalité, c'est que c'est pas de la diplomatie. Et c'est ça que Trump a compris. C'est que lui, sa démarche, c'est de dire « je casse tout ». Je casse tous les codes, je ne veux pas faire de la diplomatie, je fais du rapport de force. Qu'est-ce qu'il dit à Zelensky? Je suis le plus fort, tu te tais,
tu m'obéis, c'est comme ça que ça va se passer. Et récemment, il a encore redit, Donald Trump, la folie de Zelensky a été de s'en prendre à quelqu'un de beaucoup plus puissant que lui, en oubliant que c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine. Donc on est entré dans un monde avec Donald Trump qui n'est plus un monde de la diplomatie, qui est un monde du rapport de force tel qu'on l'a connu il y a des siècles. Malheureusement, ça risque de fonctionner dans un certain nombre de têtes parce que c'est simple, et notamment dans la tête de nombreux Américains, ceux qui l'ont élu, qui pensent qu'après tout, l'Amérique, pour reprendre un terme de Barack Obama, a le plus gros marteau et que par conséquent, tous les problèmes sont des clous. Et effectivement, les images ont fait le tour du monde, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, la diplomatie est devenue une sorte de spectacle politique. Absolument. Et vous avez absolument raison sur tout ce que vous avez dit. Mais là aussi, Trump s'adresse au monde et il s'adresse à ses électeurs. Absolument. Et donc, dans ce monde spectacle, qu'on peut aussi appeler story world, là c'est le monde récit et pas le récit monde. Dans ce monde récit, dans cette matrice médiatique dans laquelle on vit, pour exister, pour réussir, pour faire avancer ses idées, eh bien, il faut gérer tout son narratif comme un grand show. Et comme une grande saga. Et cette séquence de la conférence de presse n'est pas le premier acte du récit qui s'est fait. Et donc, ils ont vraiment une façon de faire du storytelling, de construire comme un récit transmédia. Vous savez, le transmédia, c'est je raconte une histoire, un jour j'utilise une vidéo, un jour j'utilise un SMS, un jour j'utilise une pièce de théâtre. Bon, c'est ceux qui le font. Donc ça avait commencé avant à Mar-a-Lago, quand il avait dit que Zelensky avait commencé la guerre. Puis ensuite, il a traité Zelensky de dictateur. Il était comme dans les films où on est en train d'asseoir l'ambiance. Il est en train d'asseoir l'ambiance dans des médias différents. Et déjà, Zelensky, d'ailleurs, avait répondu juste avant de venir. Et puis, il y a eu ça. Et effectivement, on ne peut pas dire est-ce que c'est préparé ou est-ce que c'est comme une séance d'impro quand tout le monde connaît son rôle et a intériorisé son personnage. Vous savez, dans la Commedia dell'arte, on avait différents personnages et chacun savait ce qu'il devait jouer. Ben, c'est un petit peu comme ça. Et d'ailleurs, ce journaliste qui a questionné Zelensky sur son habit, il sort pas de nulle part. C'est le compagnon de Tyler, comment s'appelle-t-elle ? Marjorie Taylor Greene. Marjorie Taylor Greene, qui est cette congresswoman QAnon, donc complotiste. Donc, ils ont véritablement un art du récit. Et moi, je crois que cette grande métamorphose, en tout cas autour de la diplomatie, elle est intéressante parce que jusqu'à présent, quand on parlait de diplomatie, c'était le symbole du secret. On est derrière des portes. Et de la discrétion. La diplomatie était cachée. Et maintenant, on nous a fait tout un show transmédia qui continue encore. Je ne vais pas vous retracer toute la séquence. Et je pense qu'on peut inventer un nouveau mot, c'est le diploma show. On fait le show de la diplomatie. C'est plus, il y a de la diplomatie. Et la séquence diplomatique a eu lieu en Arabie Saoudite, oui, entre Zelensky et Trump, et là, on n'a rien entendu. Il n'y a pas eu de grand esclandre. Mais elle a produit son effet parce que désormais, la conséquence, c'est que quiconque entre dans le bureau ovale a peur. C'est ça l'objectif. Quiconque entre dans ce bureau ovale et s'assoit sur ce fauteuil va avoir peur d'être traité comme Zelensky. Et juste une anecdote, tout récemment, il y a 2 ou 3 jours, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, l'ancien Premier ministre néerlandais, s'est retrouvé dans ce même bureau. Donald Trump lui a dit, les yeux dans les yeux, en se tournant vers lui, je vais annexer le Groenland, un territoire qui pour l'instant est sous souveraineté danoise. Le Danemark est membre de l'OTAN. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait le secrétaire général de l'OTAN ? Il n'a rien dit. Eh bien voilà le résultat de ce diploma chaud, c'est que désormais quand on entre dans la maison ovale, dans le bureau ovale de la Maison Blanche, on doit se taire. On doit se taire. Et ça sera malheureusement le mot de la fin. C'était passionnant. Le temps nous manque. Merci infiniment, Carole Lipsic. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La dérive du réel, du storytelling au story world, la mécanique implacable à retrouver aux éditions de l'Aube. Et merci à vous, Richard Verly, auteur avec François d'Alençon du Bal des illusions, ce que la France croit, ce que le monde voit. C'est à retrouver aux éditions Grasset. Place maintenant